RTCI nous réunit. Et du théâtre, nous passons à la littérature. Nous faisons donc écho aujourd'hui encore à la foire du livre de Tunis qui se poursuit jusqu'au 2 avril. Notre invité est Habib Falfoul, auteur du roman Solution d'attente inavouée. Bonjour, c'est Habib. Bonjour, vous êtes avec nous donc pour présenter votre dernier roman, Solution d'attente inavouée. Dora Asli, Madame Dora Asli, professeure de littérature, est également notre invitée aujourd'hui pour présenter ce livre. Bonjour Madame. Bonjour. Alors Habib Falfoul, Solution d'attente inavouée, c'est votre dernier roman, il vient de paraître. Donc vous êtes écrivain bilingue, vous écrivez aussi bien en français qu'en arabe, vous êtes aussi membre de l'Union des écrivains tunisiens et ce livre est donc votre, si je ne me trompe pas, sixième, d'accord, très bien, sixième livre. C'est un roman, alors présentez-nous ce livre, Habib Falfoul. Je vous remercie RTCI d'avoir bien voulu accepter la présentation de nos livres. Avant, si vous voulez, je voudrais présenter les 6 livres que j'ai écrits très brièvement. En 2011, j'ai fait paraître un essai intitulé La civilisation occidentale, mythes et limites. En 2012, j'ai fait paraître un livre en arabe, بعنوان وتبقى انطباعات يحكي على الواقع وعلى الوضع في مدينة القيروان. Ça parle de la ville de Kérouan. de Kérouan في سنوات الأربعينيات. Dans les années 40. Dans les années 40 وبداية الخمسينيات. Très bien. Ensuite, le troisième livre, c'est un roman intitulé L'éternel retour à la Terre, apparu en 2013. D'accord. Le quatrième roman, intitulé La dernière à traverser, apparu en 2014. D'accord. Et puis en 2000... Et on en a parlé, justement, vous l'avez présenté ici aussi, également à RTC. Elle a été présentée ici même. Et ensuite, le cinquième, c'est un essai en arabe, Al-Adab Tounsi, le francophonie. Et ensuite, le dernier livre que nous allons étudier maintenant, c'est un roman qui s'intitule Solution d'attente inavouée. D'accord. Voilà. Alors, vous l'avez écrit donc ces dernières années, c'est votre dernier. Présentez-nous justement. Oui. Alors, ce roman Solution d'attente inavouée est un roman à la fois un roman qui parle qui peint l'époque dans laquelle vivent les héros et en même temps, en partie, c'est un roman autobiographique. Et alors là, quel écrivain peut se vanter de savoir composer un roman? À chacun son procédé, toujours le même, qu'il semble avoir reçu de son époque, et auquel s'y ajoutent ses analyses personnelles. À mon sens, tout écrivain ne peut échapper à 2 déterminismes. D'une part, il est le témoin des événements de l'époque où il vit, subit incontestablement leur contre-coup et est pénétré de leur influence. C'est donc une peinture de son époque. Et d'autre part, les personnages qu'il représente dans ses écrits, dans leur élan, leur transcendance et leurs états d'âme, sont le reflet dans une large mesure de sa démarche autobiographique et l'expression de son ego par personne interposée ou même directement. Et mon roman Solution d'attente inavouée ne fait pas exception à cette règle. Et je voudrais en début de séance, avancer un avertissement qui permet de mettre le lecteur sur les rails de la compréhension de ce roman. Le critère adopté dans la construction de ce roman et qui fait son unité est le grand axe de la lecture chronologique des faits qui s'étale en une dizaine d'années de l'histoire contemporaine ou même l'histoire actuelle de l'Algérie, c'est-à-dire au cours des années de 1989 à 2000. On pourrait objecter que les 3 parties et les chapitres y contenus qui composent ce roman sont d'inégale longueur et par conséquent constituent un déséquilibre. Je précise tout de suite qu'il n'en est rien, car ils ont trait à des faits et à des événements consignés dans les péripéties qui se sont succédés au cours de cette période cruciale de l'histoire contemporaine de l'Algérie, appelée la décennie noire. Décennie
marquée par une agitation politico-sociale très aiguë Oui. et très sanglante. Très bien. On va parler justement de cette période, Oui. mais là, si vous permettez, on va donner la Oui. parole à Madame Dora Asli, qui suit un petit peu aussi le parcours de Habib Felfoul depuis ses premières écritures. Alors, ce roman, Solution d'attente inavouée, comment vous le présentez J'ai eu l'honneur d'être votre invitée tout lors de l'honneur la est pour moi, parution merci. de la dernière traversée. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, j'avais beaucoup insisté sur le caractère anti-héroïque des personnages de M. Felfoul. Bon, peut-être parce que le couronnement du livre à ce moment-là, enfin le dénouement qui n'en était pas un en fait, c'était la construction de l'hôtel. Il semble que M. Felfoul soit littéralement hanté par cette idée de matérialité, de matérialisme en tout cas, mais en même temps, le titre « Solution d'attente inavouée » m'a tout de suite fait penser à Beckett, c'est-à-dire en attendant Godot, c'est-à-dire que finalement, même si c'est ancré dans la chronologie donc historique, etc., on a l'impression que c'est vraiment une nouvelle version, enfin une autre version du roman absurde ou du roman de Beckett, etc., où littéralement le temps est sans configuration Q. Peut-être il y a le temps destructeur, c'est-à-dire la mort du président, enfin l'assassinat, etc. Mais finalement, cette idée d'anti-héroïsme est là tout à fait, enfin, au début, quand lui-même, parfois, nous avons l'impression que le narrateur est véritablement un narrateur omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout, parce que parfois il se permet même de passer des jugements de valeur, ou de dire, voilà, ce personnage mérite qu'on dise un peu plus enfin qu'on révèle finalement ses intentions, etc. Mais il y a un passage très important dans le livre de M. Felfoul. Notre jeune génération, c'est à la page 74, notre jeune génération s'est trop éloignée du concept du grand homme. C'est un homme qui ne vit plus que pour lui-même. C'est un homme qui vit pour les autres, qui les guide, il les sauve, il les sert, il est leur âme, comprenez-vous, etc. C'est par des qualités pareilles que l'on conquiert le monde ou que l'on meurt pour sa foi. Tenez, le premier temps de l'indépendance, quand les gens vivaient encore dans l'euphorie de la libération, la plupart de la population de la jeunesse entretenait des thèmes nobles, les thèmes de la lutte qui avaient occupé une situation extraordinaire dans la vie quotidienne. Eh bien, mis à part justement cette apologie des personnes véritablement héroïques, surtout des personnes qui ont accepté de mourir sur le champ de bataille. Mais tout le reste est très très négatif. C'est-à-dire que le temps n'est pas ponctué par des événements véritablement prestigieux. Il y a rien, il y a la mort et la destruction. Et c'est pour ça que ça me fait penser à Beckett, où finalement la notion d'euphorie est toujours reliée à la victoire, mais il n'y a jamais d'euphorie véritablement individuelle et personnelle. Bon, par exemple, je me permets de vous lire un passage de Marcel Proust, c'est-à-dire dans le temps retrouvé, donc du côté de chez Swann, quand il pense que le temps, finalement, nous détruit, bien sûr, il nous détruit, l'homme meurt tous les jours d'une mort fragmentaire et successive, mais en même temps, grâce à la mémoire involontaire, l'homme peut revivre son passé et ainsi, si vous voulez, transcender la chronologie et littéralement devenir hors du temps, c'est-à-dire extratemporel. Donc il dit, il y avait bien des années que de Combray, tout ce qui était dans le théâtre de drame de mon coucher n'existait pour moi qu'un jour. Un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre contre mon habitude un peu de thé. Je refusai d'abord, et je ne sais pourquoi, me raviser, elle envoya chercher un de ces petits gâteaux courts et dodus, appelés Petite Madeleine, qui semble avoir été moulé dans la valve d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portai à mes lèvres une cuillerée du thé que j'avais laissé s'amollir. Un morceau de madeleine, mais à l'instant même où cette gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha à mon palais, je tressaillis attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi.
Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire. De la même façon qu'opère l'amour, etc. Bon, alors, ce qui est extraordinaire, c'est l'euphorie qui est évidemment concomitante, c'est la joie de retrouver son passé, mais aussi le bonheur qui caractérisait le passé de cet enfant. Il semble que dans tous les romans de M. Falfoul, ce bonheur soit totalement absent. C'est-à-dire que c'est vrai que l'homme est d'abord zone politicoun, c'est-à-dire qu'il ne peut pas exister en dehors de la collectivité, de la communauté. Mais la communauté, qu'est-ce qu'elle vous apporte ? Eh bien, rien de très intéressant. Parce qu'à part cette dépréciation de l'homme, il y a la dépréciation du temps, mais aussi de l'espace. Vous voyez, par exemple, il commence son roman. D'ailleurs, là aussi, c'est assez intéressant. Il dit « Juché sur une colline surplombant Anneba, le village de Rahal, à une dizaine de kilomètres, est un lieu magique où règne le luxe, l'opulence et la douceur de vivre. La famille de Omar, commandant l'armée nationale algérienne, y habitait depuis 20 ans et détenait une fortune et un confort que beaucoup lui enviaient. Omar jouissait de la considération de tous, mais on ne sait jamais. Hélas, il manque aux membres de cette famille la plus importante des richesses, l'amour. » C'est presque une introduction qui caractérise un petit peu les romanciers du XVIIIe siècle, Jane Austen et Henry Fielding, etc. Henry Falfoul, alors... comment vous réagissez justement par rapport à cette analyse, cette réflexion de Madame de Masla? Ou alors, si je vous pose une autre question. Alors, cette période, cette décennie noire de l'histoire de l'Algérie, pourquoi vous l'avez choisie pour situer les épisodes de ce roman? Je l'ai choisi parce que j'y ai vécu. J'ai vécu cette période. Je me trouvais à Annaba. En tant que membre du consulat général de Tunisie à cette époque-là, et les événements qui se sont produits de la décennie noire, je les ai vécus et ils m'ont laissé des traces que je ne pouvais pas oublier. Ça vous a marqué donc dans votre vie. Et alors là, j'ai rassemblé les idées, j'ai rassemblé des notes, et quand je suis retourné définitivement en Tunisie, alors là, j'ai rassemblé mes notes et j'ai décidé d'écrire un roman sur ces événements qui sont très importants. Absolument. Et qui ne sont pas connus de la plupart des gens qui n'ont pas vécu. Qui n'ont pas vécu, oui, absolument. Et alors, il y a aussi tout un concept que vous essayez de développer, le concept de l'unité du Maghreb, ou surtout peut-être, je dirais, la solidarité maghrébine. Oui, justement, ça c'est un concept que j'ai développé parce que c'est un concept existant et qui travaille avec tous les habitants du Maghreb, que ce soit les Tunisiens, les Algériens, les Marocains. Et le Maghreb arabe, justement, existait à cette époque-là, et on en parle beaucoup. Et quand le commandant Omar relate ses exploits au sein de l'armée nationale, de libération nationale, elle n'est pas loin de ce concept. Et il proclame que la libération, que la guerre de libération algérienne s'inscrit dans ce cadre, du concept de ce Maghreb, à tel point qu'il sait, et que tout le monde sait, que les deux révolutions, tunisienne et algérienne, sont des révolutions qui ont coopéré, qui sont solidaires et qui se complètent. On ne peut pas concevoir l'indépendance complète de la Tunisie sans l'indépendance complète de l'Algérie et c'est du Maroc aussi. Donc il y a le concept qui a été confirmé. Absolument. Et donc en parlant justement de la révolution algérienne, en parlant de cette guerre pour l'indépendance de l'Algérie, vous mettez l'accent sur cette solidarité maghrébine, mais surtout sur cette amitié tuniso-algérienne, où justement les combattants de l'Algérie ou de la Tunisie trouvaient refuge chez les autres, absolument. Dora Asli, alors cette guerre justement de l'indépendance en Algérie, puis cette décennie noire que le peuple algérien a traversée, c'est une période de l'histoire qui a fait quand même couler beaucoup d'encre. Beaucoup d'auteurs algériens francophones, même contemporains, ont écrit justement, surtout contemporains, j'ai envie de dire, des romans, des livres historiques qui tournent autour de cette période. Il y a eu des romans, des prix, des adaptations cinématographiques, mais
Est-ce que les auteurs tunisiens, il y a eu beaucoup de Tunisiens qui ont écrit sur cette période de l'histoire, ou est-ce que ça n'a pas vraiment intéressé? C'est-à-dire, j'ai eu l'impression que ce qui a intéressé évidemment l'euphorie de la victoire, mais aussi peut-être que ce qui va unir les Tunisiens et les Algériens, c'est cette euphorie, mais qui est malheureusement suivie d'une sorte de désillusion. C'est-à-dire que l'autre jour, enfin, quand j'ai parlé de la dernière traversée, l'unité du moi est malheureusement diffractée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de valeurs morales qui vont rapprocher finalement la perte de la morale et la perte surtout de la raison de vivre. C'est affreux. C'est l'impression que j'ai eue, je m'excuse. Et surtout, évidemment, le mariage entre Hamdi et Noura à la fin de... Le Tunisien et l'Algérien. C'est très beau tout ça. Bon, bien sûr, le lecteur, comme je dis, peut imaginer they were happy ever after. C'est-à-dire c'est un happy ending, c'est véritablement un happy ending. Mais encore une fois, comme l'a souligné Sif Al-Foul tout à l'heure, il y a le côté matériel, c'est-à-dire le confort, l'opulence, qui ont motivé pratiquement peut-être ce mariage. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'enseigne Shakespeare que je suis parfois un peu déçue par par ces mobiles finalement, ces mobiles qui... non, pourquoi pas. Après tout, les jeunes d'aujourd'hui choisissent leur conjoint, leur conjointe, très souvent à partir de certaines valeurs. Bon, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, M. Felfoul n'a rien à envier aux auteurs européens, c'est-à-dire Pirandello, Beckett, etc., dans la mesure où il rend très très bien ce caractère tout à fait... c'est la déconstruction de la notion aristotélicienne du temps, où le temps va progresser, va avancer, où il y a bien sûr peak achievement, donc un couronnement, et puis à la fin, il y a toujours finalement, via la catharsis, une leçon que le spectateur va tirer. Ici, tout est insipide, enfin je ne dirais pas insipide, mais on a l'impression que on a l'impression que sans le savoir, M. Felfoul est tout à fait dans la lignée de ces auteurs un peu désillusionnés, un peu déçus, parce que le temps devrait véritablement représenter beaucoup de choses. C'est-à-dire que même pour les existentialistes et pour les écrivains de l'absurde, un Camus qui aussi a beaucoup insisté sur l'indifférence et sur finalement rien ne vaut la peine d'être vécu, au départ dans une première étape dans le mythe de Sisyphe, mais regardez la peste extraordinaire. C'est l'humanisme édifiant. De la paix, c'est-à-dire ces valeurs extraordinaires, c'est la charité, c'est la générosité, c'est le don de soi, le médecin, surtout le docteur Rieux dans la peste, etc. Est-ce que les jeunes sont encore prêts à le faire? Bien sûr, nous souhaitons de tout cœur qu'ils soient finalement mus par les mêmes passions, par les mêmes désirs, etc. Le lecteur, encore une fois, a un très grand rôle à jouer, mais c'est un petit peu le même leitmotiv, c'est-à-dire c'est le leitmotiv de l'indifférence qu'on retrouve, selon moi, à la recherche, dans la dernière solution inavouée, solution d'attente inavouée. Alors, justement, en intitulant le livre Solution d'attente inavouée, à quoi avez-vous pensé exactement, M. Felfoul? Je pensais justement à la troisième partie du roman. C'est-à-dire c'est que les deux... Ce projet en gestation qui attendait la mort sans se l'avouer. Vous vous rendez compte, qui attendait la mort de son mari, oui, alors qu'il est sûr qu'il va mourir, qu'il allait mourir, oui, mais sans se l'avouer. Mais ça aussi, vous savez, je ne sais pas, on pense toujours à Strindberg, à Ibsen. Vous savez, le fameux
dramaturge suédois. Hein, et pour lui, le déterminisme, et bien sûr, c'est le déterminisme biologique, mais aussi ces fausses valeurs, ce passé tout à fait insupportable, enfin ce fardeau qui pèse sur... Et finalement, où les personnages deviennent totalement dépourvus de liberté, où ils doivent pratiquement... accomplir ce qui sont supposés avoir accompli, c'est-à-dire dès le début, c'est-à-dire que ils vont être finalement, ils ne font que répéter les gestes accomplis par leurs parents, par leurs arrière-grands-parents, etc. Donc c'est une sorte de vision du temps qui n'est pas du tout celle de la Renaissance, par exemple, où le temps, c'était véritablement le champ des possibilités, hein, c'est-à-dire des potentialités, des possibilités, où l'homme, selon Aristote évidemment, doit vraiment finalement foncer, hein, et puis accomplir des valeurs, et puis c'est à partir de là qu'il va être jugé par la communauté, mais aussi par les siècles, enfin ceux qui vivront plus tard à travers les siècles. C'est ça qui est extraordinaire. Donc c'est peut-être, je suis un peu peut-être, oui. Bien, avant de passer une chanson et de faire une petite pause musicale, je termine cette première partie avec vous, Rui Falfoul. Donc c'est vrai, l'Algérie, c'est un environnement, c'est clair, en tout cas en lisant, en feuilletant le livre que vous connaissez très bien, puisque vous y avez vécu, vous décrivez les villes, les villages, les rues, les collines, et puis vous ouvrez des parenthèses historiques dans ce roman pour peut-être contextualiser les événements. Vous parlez en citant des exemples des étudiants tunisiens qui ont été formés à l'étranger. Là, on sent le côté autobiographique aussi de ce roman. Vous parlez aussi de l'épisode de l'assassinat du président algérien Mohamed Boudeb. Donc, vous avez assisté à cet assassinat. J'étais témoin mal direct. J'ai assisté à cet assassinat. Parce que vous décrivez cette scène justement à travers le personnage de Hamdi, ce jeune Tunisien, qui se trouve cadre en Algérie, dans une société algérienne. C'est vrai. On est entré dans l'amphithéâtre de la Maison de la Culture d'Annaba, et avec des précautions sécuritaires très, très, très poussées. Et le président est entré avec sa suite, il s'est installé et il a commencé son discours, qui a duré 35 minutes. Et à la fin de son discours, lorsqu'il a annoncé la création des 3 commissions qui vont travailler juste après son discours, alors j'ai remarqué, alors que j'étais assis justement dans l'amphithéâtre, un peu en haut, et j'ai remarqué que le rideau s'est levé derrière le président, et un militaire avec une grande mitrailleuse à long canon est apparu et s'avança quelque part, et il a piétiné le câble de l'eau, ce qui a provoqué un bruissement continu. C'est ce qui a fait que le président s'est tourné spontanément du côté de ce bruit, et à ce moment-là, le militaire a tiré sur lui. C'est fort, en tout cas, ce sont des choses qu'on n'oublie jamais dans sa vie, ce genre d'épisode. Et en même temps, il lui a lancé une bombe, une grenade, juste sous son fauteuil. Qui a provoqué des flammes jusqu'au plafond. Alors là, justement, c'était la panique générale. Et on savait que le président est décédé sur le coup. Sur le champ. On le savait. Et je l'ai vu. Ce sont des épisodes qui vous ont marqué bien sûr, dans votre livre. On n'oublie cet pas. épisode m'a marqué. Surtout le président Boudiev est un président pacifiste. Et d'ailleurs, vous dites que le dernier mot qui a été prononcé lors de ce discours, c'était l'islam. C'est vrai. Et c'est vrai. Et il dit que maintenant qu'on a constitué les 3 confessions, je vous exhorte à travailler, et je tiens à vous faire une recommandation aux jeunes Algériens, que le travail, c'est le salut. C'est que les sociétés ont progressé à cause du travail. Et le travail, c'est une valeur de l'islam. En prononçant le mot islam, c'est à ce moment-là qu'elle a été résolue.
Alors c'est toute une société aussi que vous avez essayé de décrire. Vous essayez de dresser dans ce roman le portrait d'une société algérienne, celle de la deuxième génération après l'indépendance du moins. Vous dites d'ailleurs à ce propos l'élévation de l'âme et la nature des Algériens. Un peu plus loin vous écrivez ils ont une grande considération pour la nature humaine. Donc c'est un joli portrait quand même des Algériens. Justement. Je voudrais dire deux mots sur le caractère algérien. Sur ce qu'on appelle l'impensé algérien, l'impensé d'un peuple. C'est-à-dire que dans leur inconscient, c'est ce qu'ils pensent dans leur inconscient. Les Algériens est un peuple brave, et, franc et de grandeur d'âme. Et j'ai saisi cette grandeur d'âme à travers des exemples concrets de la vie courante. Par exemple, un jeune qui est allé au restaurant et qui ne paie pas. Le propriétaire du restaurant le laisse aller. Le laisse aller. Pourquoi? Si c'était dans un autre pays, il aurait appelé la police. Et justement, j'ai interrogé le professeur de restaurant, qui est mon ami. Je lui ai dit, comment le laisserez-vous partir sans lui demander de paix? Il m'a dit, s'il s'abaisse au point qu'il ne peut pas, ce que vous voulez que je lui donne plus, je le lâche. Et autres exemples dans le bus, que lorsque le contrôleur croise des jeunes qui n'ont pas leur billet, il les laisse aller. Si c'était dans un autre pays, il aurait pas attendu de voir la police. D'accord. Donc c'est une société dans laquelle vous étiez bien installé quand même, à Sermib Falfoul, et donc vous avez voulu décrire ceci dans votre livre qui décrit aussi une crise de génération. On va en parler après cette pause musicale. It's a little bit funny, this feeling inside, but I'm not one of those who can easily hide. Why? Well, I don't have much money, but boy, if I did, you know, I'd buy a big house where we both could live. If I were a sculptor, then again, no, man, just sitting making potions in a traveling show. Well, I know it's not much, but girl, it's the best I can do. You see, my gift is my song, and this here one's for you. It's just for you. You can tell everybody that this is a song. Well, the words may be quite simple, but now that it's done, oh, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in my world. Yes, it is, yeah. You know they
drinking all that blue. Well, anyway, you know the thing is, what I really mean to say is that yours are the sweetest eyes I believe I have ever seen. You can tell everybody there that this is your song. The words may be quite simple, but now that it's done, hey, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you are in my world. Let me say that line one more time, girl. I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words these sweet words. How wonderful life is while you are in my world. Watching the time while it rolls away, I'll be thinking of you, love, sweetest memories too, all of you. All of you. Le grand Al Jarreau sur RTCI. Il est 12h51. Bienvenue à toutes et à tous. Deuxième et dernière partie de notre entretien aujourd'hui avec Habib Falfoul, écrivain tunisien, auteur de Solutions d'attente inavouées qu'on présente aujourd'hui autour de midi avec Madame Dola Arasli, professeure de littérature. Alors on parlait juste avant la chanson de cette crise de génération en Algérie que vous avez aussi essayé de décrire dans ce roman, de peindre. Vous parlez de ces combattants de la Révolution qui voyaient une légitimité à leur je dirais pas mainmise, mais à leur pouvoir ou à leur et puis cette autre génération, ces jeunes qui aspiraient vers la liberté. Oui. Mhm. Oui. D'accord. Donc c'est une crise de génération que vous avez Oui. vécue aussi. Manhamdi, le principal personnage, quand il a connu le commandant Omar, qui est un des vétérans de l'armée algérienne, il a connu aussi en même temps les jeunes de la génération de la deuxième décade de post-indépendance. Et il a décelé, Hamdi a décelé qu'il y a un véritable conflit de génération entre la génération du commandant Omar et les jeunes de la deuxième décade. Et c'est dans la deuxième partie du roman, Hamdi a mesuré la profondeur de ce conflit de génération entre les tenants du FLN et les jeunes de la génération algérienne. Les partisans du FLN, justement, considèrent qu'il leur est légitime de continuer d'exercer le pouvoir, parce qu'ils étaient les artisans de la victoire militaire sur le colonisateur français. Et c'est parce qu'ils étaient les artisans qui ont permis le recouvrement de l'indépendance algérienne. De l'Algérie, oui. Au prix de grands sacrifices. Bien sûr. Et parallèlement, les jeunes, tout en reconnaissant les bienfaits de leurs aînés, et tout en se montrant conciliant avec eux, ne demandent qu'une seule chose, c'est de participer à la construction de leur pays, à l'Algérie, à ce moment de l'indépendance algérienne. Très bien. Alors nous sommes arrivés quand même à la fin de cet entretien rapidement, Dola Arasli, donc pour conclure et pour finir. Alors justement, puisque la mort
dans le passé représenté la chose la plus horrible. Il semble qu'il y ait, selon M. Falfoul et selon d'autres auteurs d'ailleurs contemporains, qu'il y ait donc une transvaluation des valeurs, c'est-à-dire il semble que la mort soit maintenant la valeur ultime, c'est-à-dire qu'il parle, une fois mort, tous ces personnages héroïques, etc., à quoi est-ce que le jeune Algérien ou Tunisien assiste? À quoi assiste-t-il? Eh bien, à une sorte d'inertie, de paralysie, etc. Il faut que le combat continue. Il faut que les jeunes tirent les leçons justement de l'expérience tragique de tous ceux qui finalement connus, donc ceux qui sont morts, mais aussi ceux qui ont souffert. Et puis, il faudrait véritablement réhabiliter l'homme, l'être humain, l'individu. Il faut abolir ce sentiment d'indifférence, d'égoïsme, etc., où finalement l'homme sans qualité, depuis les années 30 déjà, l'homme sans qualité, Musil, vous connaissez, il ne faut pas que l'homme tunisien soit un homme sans qualité. Il ne faut pas que l'homme algérien non plus le soit non plus. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, penser qu'il y a de très très belles valeurs, de très belles choses à conquérir, à reconquérir, etc. Et on attend beaucoup des jeunes Tunisiens et des Algériens. J'espère que, enfin, finalement, c'est la leçon que je désire transmettre à nos jeunes concitoyens. Merci beaucoup, Dora As, les professeurs de littérature. Habib Falfoul, merci beaucoup. Vous êtes donc, je rappelle, l'auteur de ce roman, 6e livre de Habib Falfoul, écrivain bilingue aussi, donc Solution d'attente inavouée qu'on a présenté aujourd'hui autour de midi. Je vous souhaite bonne continuation. Il est midi et 56 minutes sur RTCI. Autour de midi continue.